Dans notre dernière vidéo, nous avons annoncé au monde que le gouvernement pakistanais avait approché l'Iran peu après l'assassinat de Larijani, en lui proposant une expertise technique qu'il avait développée pour neutraliser les systèmes de mise à mort basés sur l'intelligence artificielle. Disons que c'est la manière la plus bienveillante de le formuler. Et après avoir perdu 2 niveaux de sa direction, l'Iran a accepté. Le Pakistan a livré cette expertise du jour au lendemain. Depuis, aucun Iranien n'a été tué. Cette vidéo compte maintenant environ 200 000 vues. Elle est largement partagée par tout le monde. Et ce matin, j'ai reçu un appel d'un contact à Islamabad qui m'a dit « Écoute, tu as créé une véritable sensation ici à Islamabad, parce que tous les hauts responsables liés à la défense sont arrêtés et interrogés sur ce que tu viens de dire. » Alors, le Conseil de coopération du Golfe se réunit. Tous les ministres des Affaires étrangères des pays du CCG sont là. Ça veut dire les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, le Qatar. Tout le monde est présent. Les Saoudiens sont représentés et le secrétaire d'État américain aussi. De quoi parle-t-il? Eh bien, d'après ce que m'a dit mon ami qatari, en haut de l'ordre du jour, il y a surtout une chose. Les États-Unis essaient de les amener à reconnaître un fait accompli, le fait que l'Iran contrôle désormais le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 juin. Je suis accompagné de mon cher ami et frère, Vijay Prasad, qui parcourt le monde entier, comme à son habitude, et qui nous apporte une perspective vraiment unique, une perspective extraordinairement unique pour notre public international. Et si vous me permettez un petit moment d'autopromotion, je voudrais dire que notre chaîne a atteint presque 1 million de vues dans le monde en moins de 3 semaines, et près de 50 000 abonnés sur la même période. Et l'une de nos vidéos, la dernière, compte environ 200 000 vues, et ce chiffre continue d'augmenter. Et la raison, c'est que nous vous apportons des informations que personne d'autre ne vous donne, parce que nous ne faisons pas partie des grands médias. Nous sommes tous indépendants, et nous sommes ici parce que nous aimons faire ce que nous faisons. Vous apporter les dernières nouvelles sur la façon dont le monde est en train de changer. Et dans cette aventure, notre membre fondateur, Vijay Prasad, est avec nous depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Je suis ravi de l'accueillir dans l'émission. Bienvenue, Vijay. Et une dernière chose, si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous et mettez un j'aime, parce que nous voulons agrandir notre audience. Nous serons disponibles en 12 langues d'ici une dizaine de jours, peut-être même plus tôt. 12 langues, y compris toutes les grandes langues de la région. Alors, Vijay, on a hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Eh bien, d'abord, tu sais, Zulfikar, on suit de très près, partout dans le monde, ce qui se passe avec l'Iran. Je veux dire, rien ne peut vraiment bouger tant qu'il n'y a pas une garantie que l'accord entre les Iraniens et les États-Unis, en tenant compte aussi de ce qui se passe avec Israël et le Liban, va tenir. Et ça, bien sûr, c'est lié avant tout à la question des marchés du pétrole et des engrais, qui doivent revenir à la normale. Sinon, des pays comme l'Afrique du Sud, déjà en pleine tourmente, connaissent beaucoup de désespoir dans les rues. Un désespoir qui, malheureusement, passe d'une colère liée à l'inflation à une haine dirigée contre les migrants africains installés en Afrique du Sud. Ce qu'on appelle ici l'afrophobie. Il y a des groupes, sous le nom de March on March, qui descendent dans la rue et s'en prennent violemment à des Mozambicains, des Zimbabwéens, des Zambiens, des Ghanéens. Des gens qui, pour la plupart, tiennent de petits commerces qu'on appelle des spaza shops. Ce sont de toutes petites boutiques qui, souvent à crédit, vendent des sacs de riz, des produits de base, des articles de toilette et d'autres choses essentielles, au cœur de communautés très pauvres. Ces boutiques sont incendiées
détruites. Les gens sont très en colère. Et cette colère se retourne contre les plus démunis, dont beaucoup sont des migrants. C'est une situation très triste en Afrique du Sud. Et en fait, l'un des rares soulagements viendra quand l'inflation commencera à baisser. Je dois dire que le gouvernement de Cyril Ramaphosa n'offre aucune forme de soulagement politique. On aurait pu penser que le président Ramaphosa aurait pris une position ferme contre l'afrophobie. Après tout, malgré ses défauts, il faisait partie des dirigeants importants du Congrès national africain à la fin de l'apartheid. En fait, il venait d'être élu à la tête du Congrès national africain au moment où Chris Hani et d'autres rentraient en Afrique du Sud pour la transition. On aurait pu s'attendre à ce qu'il s'indigne publiquement, qu'il dise « c'est scandaleux ». Mais au lieu de ça, il a tenu des propos sur les soi-disant immigrés illégaux, et ainsi, il n'a fait qu'envenimer encore davantage la situation. Mais, comme je l'ai dit, tout commence et tout se termine dans le détroit d'Ormuz. Parce que quand l'inflation baissera, peut-être que la tension retombera un peu aussi. En ce moment, Zulfikar, je ne sais pas trop quoi penser de ces accords. Tu sais, les Iraniens et les Omanais avaient proposé que quand l'accord commencerait à tenir, ils prélèveraient un droit de passage sur les navires qui sortent du détroit. Et apparemment, les Iraniens auraient dit aux Omanais qu'ils préféreraient que les navires passent par la partie nord du détroit. Autrement dit, plus près du territoire iranien que du territoire omanais. Ce sont ces petits détails, apparemment insignifiants, qui pourraient retarder dangereusement la mise en œuvre du cessez-le-feu complet. Mais comme vous le savez bien, on a tous fouiné, creusé un peu partout, pour comprendre quelles sont les garanties réelles. On sait par expérience qu'un simple bout de papier ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des moyens derrière. C'est justement ce qu'on essaie de découvrir. Qui va financer cet accord? Les Iraniens, eux, ont été très clairs. Ils veulent récupérer tout l'argent qui leur a été bloqué, l'argent sous sanction, qu'il soit enfin libéré. Mais par qui? Est-ce que ce sera directement le gouvernement des États-Unis? Trump, lui, ne veut surtout pas y être mêlé. Cela devra passer par les États arabes du Golfe, très probablement par les Qataris. Il se peut que les Saoudiens, comme vous le savez bien, soient les garants ultimes de toute l'infrastructure financière de cet accord. Vous savez, les Saoudiens tiennent aussi à ralentir ce conflit. Ils y tiennent tellement qu'ils ont participé au dialogue à trois entre l'Arabie saoudite, la Chine et l'Iran. On sait bien que ce dialogue a eu lieu à Téhéran, à Riyad et à Pékin. Un quatrième cycle de discussion a même été mené à terme. L'Arabie saoudite veut vraiment régler la question du conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour pouvoir avancer sur la vision 2030 du royaume. Donc je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, les États-Unis vont s'arranger pour qu'il y ait un avantage financier pour les Iraniens. Ça passera peut-être par les Qataris. Vous savez, on sait bien que le Qatar transporte souvent la valise pour tout le monde. Donc, les Qataris pourraient être les garants financiers de l'accord. Ça pourrait aussi venir directement des Saoudiens, mais il est très peu probable que ce soit les États-Unis. Le vrai point de tension, lui, reste sur la table. Israël, vous savez, n'a pas cessé de frapper le sud du Liban, et ça menace vraiment l'accord. Je ne sais pas ce que vous entendez du côté de l'administration Trump. Mais enfin, bon sang, est-ce qu'Israël va faire capoter tout ça pour tout le monde, y compris pour les petits commerçants des quartiers pauvres en Afrique du Sud? Oui, ta connexion Internet est un peu instable, Vijay. Au début, c'était très bien, mais dès que tu as commencé à parler, la qualité de la vidéo s'est dégradée. Je t'entends clairement, mais tes paroles ne sont plus synchronisées avec l'image. Donc, peut-être que tu peux faire quelque chose pour la vidéo.
je ne suis pas sûr que ce soit possible, parce que tout dépend de la connexion et de sa qualité. Mais regarde quand même, si tu peux y faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose maintenant ou pas? Est-ce que la qualité de la vidéo s'est un peu améliorée? Un peu, oui. Beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux en ce moment. Beaucoup mieux en ce moment. D'accord. Tu m'as posé une question, Vijay, et j'aimerais y répondre, si tu veux bien. Comme tu le sais, la dernière fois qu'on a parlé, et depuis, on a fait des vidéos avec nos cofondateurs, Pepe et Larry. On a une source impeccable qui nous donne des informations vraiment très fiables et qui se confirment toujours quelques jours plus tard. J'aimerais d'ailleurs révéler ici quelque chose à propos de cette chaîne d'informations. Dans notre dernière vidéo, on a annoncé au monde que le gouvernement pakistanais avait approché l'Iran peu après l'assassinat de Larijani et leur avait proposé une expertise technique qu'ils avaient développée pour neutraliser des systèmes de mise à mort basés sur l'intelligence artificielle. Disons que c'est la manière la plus charitable dont je peux décrire ça. Et après avoir perdu 2 niveaux de leur direction, l'Iran a accepté. Le Pakistan, du jour au lendemain, a fourni cette compétence. Et depuis, aucun Iranien n'a été tué. Cette vidéo compte maintenant environ 200 000 vues. Elle est largement partagée par tout le monde. Et ce matin, j'ai reçu un appel d'un contact à Islamabad. Il m'a dit, « Écoutez, vous avez créé une véritable sensation ici à Islamabad, parce que tous les hauts responsables liés à la défense sont arrêtés. On leur demande ce que vous venez de dire. » Et le ministre de la Défense, Khawaja Asif, m'a-t-on précisé, a été particulièrement interrogé sur ce point. Toutes les informations que nous avions fournies, est-ce vrai? Et il a répondu, comme ils le font d'habitude, nous n'allons pas dire oui, nous n'allons pas dire non. Et vous êtes journaliste, vous pouvez mener votre propre enquête. Mais j'ai quand même un message pour Israël. C'est quelque chose qu'il avait dit de ne pas publier, mais notre contact nous a confirmé qu'on pouvait l'annoncer. Il savait qu'on allait avoir cette conversation. Il a dit, j'ai un message pour Israël. Vous feriez mieux d'arrêter toutes vos actions destinées à faire échouer l'accord, en particulier ce dont nous avons déjà parlé. Votre ciblage, Netanyahu considers Asim Munir to be the number one protagonist and antagonist in all of this. And as they usually do with all their antagonists, they just kill them. And Pakistan has become aware of that. Khawaja Asif made a pointed comment, not saying that we know. Khawaja Asif a fait un commentaire très direct. Il n'a pas dit « Nous savons ce que vous faites ». Il a dit « Nous savons tout ce que vous faites ». Et ça, je veux le dire avec beaucoup de précaution. Il a ajouté, si vous continuez dans cette voie, nous avons la capacité de vous rayer de la surface de la Terre. C'est un langage fort qui sera sans doute repris dans les prochains jours. À mon avis, d'après toutes les informations que nous avons reçues de sources fiables, Islamabad travaille de très près avec la haute direction iranienne et avec la haute direction de Riyad. Ils vont se rendre à Riyad. Le Premier ministre pakistanais et Asim Munir seront à Riyad d'ici quelques jours. Et Riyad a été très clair. Ils ne veulent absolument pas que cet accord déraille. Vraiment, très clair là-dessus. En fait, pendant les négociations, quand il y a eu des doutes à cause des déclarations complètement absurdes et pas sérieuses de Trump, du genre « il va faire ci, il va faire ça », Riyad est intervenu par un canal discret et a dit « Empêchez les Iraniens de se retirer. Nous mettrons 12 milliards de dollars sur la table. S'il faut aller jusqu'au bout, nous financerons tout l'accord. » Et peu après, le Qatar est arrivé à son tour, parce que l'argent se trouve dans les banques qataries. D'après tout ce que je sais, mon évaluation, c'est que cet accord va bel et bien aller de l'avant.
Everything that I know is that this deal is going to go forward, but your assessment that that part of the world is Mais going to votre change constat forever. que cette partie du monde va changer pour toujours, vraiment pour toujours, est tout à fait juste. Parce qu'Arakchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, est à ma connaissance toujours à Islamabad. Ils étaient à Islamabad hier, et je ne pense pas qu'ils soient partis. Ils ont avec eux une grande délégation qui négocie toutes sortes de dossiers restés en suspens à cause des sanctions et des nombreuses restrictions imposées par tout l'Occident, pas seulement par les États-Unis. Et tout cela va être levé. Arachi a d'ailleurs déclaré que, désormais, dans cette région, la sécurité serait assurée par les habitants de la région eux-mêmes, et non plus par des acteurs extérieurs. Et dans cet accord, il n'y a pas seulement l'Iran, ni seulement Oman, le Qatar et le Pakistan, qui est un pays d'Asie du Sud, mais qui joue aujourd'hui un rôle très présent en Asie de l'Ouest, en apportant les capacités qu'il a déjà démontrées. Et aussi parce que c'est le seul pays qui entretient en ce moment d'excellentes relations avec les trois grandes puissances mondiales, la Russie, les États-Unis et la Chine. Et dans cet ensemble de discussions, on retrouve aussi l'Arabie saoudite, le Pakistan, et des acteurs qu'on n'aurait pas forcément considérés comme des partenaires habituels, la Turquie et l'Égypte. Et comme tu suis de très près ce qui se passe dans cette région du monde, Vijay, j'étais vraiment impatient d'entendre ton point de vue là-dessus. Vijay, I was just very anxious to hear what you had to say about this. Oui, tu sais, pour poursuivre un peu l'analyse que tu fais, pendant que les Iraniens sont encore à Islamabad, je discutais avec un ami du service diplomatique qatari, parce que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est à Manama, au Bahreïn. Il y est depuis hier. Alors, qu'est-ce qui se passe au Bahreïn d'important pour nous? Eh bien, c'est là que se tient la réunion entre le Conseil de coopération du Golfe et les États-Unis. Le Conseil de coopération du Golfe réunit tous les ministres des Affaires étrangères des pays du Golfe, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar. Ils sont tous là. Les Saoudiens y sont représentés et le secrétaire d'État américain aussi. Et donc, de quoi parle-t-il? Alors, en haut de l'agenda, d'après ce que m'a dit mon ami qatari, il y a le fait que les États-Unis essaient de les amener à reconnaître un fait accompli, que l'Iran contrôle désormais le détroit d'Ormuz. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour en parler. Jusqu'à ce que les États-Unis et Israël mènent illégalement une guerre d'agression contre l'Iran, les Iraniens ne prétendaient pas contrôler le détroit d'Ormuz. Comme vous le savez, les navires entraient et sortaient librement du détroit. Ni Oman, ni l'Iran, dont les eaux territoriales couvrent en réalité la totalité du détroit d'Ormuz, n'avaient exercé de souveraineté sur ces eaux depuis longtemps. Ils ne l'avaient jamais fait. Ils le considéraient comme un passage international, libre et ouvert à tous les types de navigation, y compris les navires de guerre américains. Ces navires entraient et sortaient régulièrement pour rejoindre des installations militaires américaines, surtout au Qatar, mais aussi ailleurs, notamment près de Dubaï, au Koweït, à Bahreïn, avec des stations radars et d'autres infrastructures. Les Iraniens, eux, n'avaient jamais bloqué quoi que ce soit. Ils laissaient le trafic circuler librement, dans les deux sens. Mais ils ont été attaqués, et à la suite de cette attaque, ils ont restreint l'accès au détroit d'Ormuz. Et maintenant, ils affirment, d'une certaine manière, en avoir le contrôle total. Les Émiratis, eux, sont furieux parce qu'ils ne veulent absolument pas que les Iraniens prennent le contrôle du détroit d'Ormuz. Alors Marco Rubio a été envoyé à la réunion entre le CCG et les États-Unis pour convaincre les Émiratis, en particulier, d'accepter en gros un fait accompli. Ce fait accompli, c'est que les Iraniens, aux côtés des Omanais, mais en réalité surtout les Iraniens, eh bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure,
l'Iran affirme que la navigation doit passer par la partie nord du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire dans les eaux iraniennes. À mon avis, c'est une manœuvre. Les Iraniens ont dit ça pendant la session à Manama du CCG plus les États-Unis. Ils envoient un message aux Émiratis. Écoutez, c'est nous qui contrôlons maintenant. Laissez tomber. C'est intéressant parce que ça en dit long, et mes amis qataris ont été très clairs là-dessus, sur les dispositifs de sécurité, les arrangements diplomatiques et sécuritaires dans les États arabes du Golfe. Bon, prenons un instant pour réfléchir à ça. Depuis à peu près la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis affirment offrir un parapluie de sécurité à toute la région, y compris au Qatar. Après le coup d'État contre Mossadegh en 1953, l'Iran aussi faisait partie de ce dispositif. Les États-Unis devaient protéger l'Iran, l'Arabie saoudite, les États arabes du Golfe, bref, tout le pourtour. En fait, les États-Unis ont lancé, en 1955 je crois, la réunion de Bagdad qui a conduit à la création du Pacte de Bagdad, ou CENTO, l'organisation du traité central, en quelque sorte l'équivalent de l'OTAN pour cette partie du monde. Les États-Unis sont alors devenus les garants de la sécurité de tous ces pays. Très bien, soit. Mais à cause de cette garantie, les États-Unis ont ensuite obtenu des terrains pour construire des bases militaires en Arabie saoudite, au Koweït, au Qatar, aux Émirats arabes unis, et ainsi de suite. Et ils y ont bâti des bases très grandes, très importantes. J'ai vu celle du Qatar. J'ai aussi vu les anciennes infrastructures de base en Arabie saoudite. Ce sont des bases immenses. Celle du Qatar se trouve à l'ouest de Doha. Il faut rouler un bon moment sur une route dans le désert, et puis ça n'en finit plus. La base s'étend sur une surface énorme. Eh bien, pendant la première guerre du Golfe, il y a eu pas mal de remous en Arabie saoudite. Les Saoudiens ont alors dû expulser les Américains de leur base, parce que les cheikhs du pays disaient « c'est Dar al-Islam, c'est la terre de l'islam. C'est ici qu'il y a la Mecque et Médine. Les gardiens des lieux saints ne peuvent pas permettre que l'armée américaine ait ses bottes partout sur ce sol. » Souvenez-vous, on est en 1991, au moment où l'Irak avait envahi le Koweït. À ce moment-là, les États-Unis ont dû, en quelque sorte, se retirer, et ils se sont peu à peu désengagés de leur base en Arabie saoudite. En conséquence, les États-Unis ont renforcé leur réseau de bases, justement parce qu'ils avaient été écartés d'Arabie saoudite. Ils ont consolidé leurs infrastructures militaires au Qatar, entre autres, et les ont encore développées pour garantir la sécurité de la région. Après la révolution iranienne de 1979, les États-Unis ont fait comme s'ils étaient l'architecte principal de la sécurité pour les États arabes du Golfe et pour l'Arabie saoudite. Très bien. Mais alors, qu'a montré ce conflit? Les États-Unis et Israël ont lancé leur guerre d'agression contre l'Iran. Que fait l'Iran? Il fait ce que ferait n'importe quelle puissance intelligente. Il frappe les installations américaines, depuis le Koweït, Bahreïn, le Qatar, jusqu'aux Émirats arabes unis. Apparemment, même en Arabie saoudite, bien que pour être honnête, je n'étais pas convaincu par les informations disant que les Iraniens avaient frappé l'Arabie saoudite. Je pense que c'était pas vrai. Mais ils ont bien visé toutes les installations américaines. Ils ont détruit des radars, contourné les batteries de missiles Patriot, frappé des bases aériennes, et ainsi de suite. Et ils ont montré aux Koweïtiens, jusqu'aux Émiratis, que, écoutez mes amis arabes, vous ne serez pas protégés par les États-Unis. Ce que ça veut dire, c'est que le CCG est là, à Manama, avec Marco Rubio. Pendant qu'on parle, ils ont une discussion sérieuse sur l'avenir de l'architecture de sécurité de ces pays, pas seulement sur le détroit d'Ormuz, mais sur l'ensemble de l'architecture de sécurité. Il y a deux sujets sur la table. Le premier, c'est le détroit d'Ormuz. Ils doivent, en quelque sorte, accepter le contrôle de fait de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Le deuxième, c'est qui va leur assurer la sécurité.
Eh bien, apparemment, et il faut qu'on le confirme à Islamabad, apparemment, les Iraniens leur auraient dit « Nous garantirons votre sécurité. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Je confirme. Oui, je confirme tout à fait. Ce ne sera pas Washington, D.C., ce sera Téhéran. Ça veut dire, et je pense qu'avant la fin de l'année, on va voir quelque chose de ce genre, avant la fin de 2026. Je pense que les États arabes du Golfe vont s'asseoir avec les Iraniens et qu'ils vont vraiment élaborer un traité pour créer une sorte d'espace pacifique. Les Iraniens diront « Écoutez, vous êtes nos voisins, on n'a pas de problème avec vous. On est même prêt à fournir de l'eau potable au Qatar depuis l'autre côté du détroit. » Ce projet de pipeline, vous savez, on en parle et on en débat depuis des décennies. Construire un pipeline depuis les lacs du sud de l'Iran jusqu'au Qatar. Donc ils diront, voilà, on peut faire tout ça pour vous. Nous garantissons votre sécurité. Ce qu'il faut maintenant, c'est établir des relations normales avec vous. Cela veut dire que le système bancaire doit être ouvert. Cela veut dire aussi que vous payez les droits de passage à Hormuz, et ainsi de suite. Donc je pense qu'avant la fin de l'année 2026, non seulement l'Iran aura remporté un conflit stratégique contre les États-Unis, mais il aura aussi humilié Benjamin Netanyahou, parce qu'il aura réussi à lier la sécurité de l'Iran à celle du Liban, malgré le fait qu'Israël continue de frapper le Liban. Mettons ça de côté pour le moment. Les États-Unis ont accepté de relier la sécurité iranienne au sud du Liban. C'est une avancée majeure pour l'Iran et pour le Hezbollah. Mais de l'autre côté, je pense qu'avant la fin de l'année, il faudra voir comment tout cela évolue. Mais tout porte à croire qu'avant la fin de l'année, les États arabes du Golfe, les pays du CCG, les Émiratis, les Koweïtiens, les Qataris et peut-être même les Saoudiens vont s'asseoir à la table avec les Iraniens pour définir un accord diplomatique à long terme. Et ça m'intéresse beaucoup. Ça va pas se faire tout de suite. D'abord, je pense qu'à Manama, les États-Unis vont essayer de les convaincre de se retirer, en disant, bon, les Iraniens ont exercé leur souveraineté sur le détroit d'Ormuz. En réalité, c'est conforme au droit international, parce que ces eaux leur appartiennent, ce ne sont pas des eaux internationales. Et si les pays du Golfe acceptent cela, alors la question de leur sécurité va forcément se poser. Et puis, on va assister à une entente diplomatique entre le Golfe et l'Iran d'ici la fin de l'année. Je pense que certaines choses vont se clarifier. Ce sera très intéressant. Quoi qu'il en soit, ce sera vraiment, vraiment intéressant. Et au milieu de tout ça, les Iraniens n'auront plus besoin de passer uniquement par les banques turques. Vous avez mentionné la Turquie, et vous avez raison. Pendant la période des sanctions les plus dures, ce sont les banques turques qui ont fait une grande partie du travail pour les Iraniens. La Turquie sera dans la discussion, mais les États arabes du Golfe aussi. Et l'Iran, lui, sera de retour dans le jeu, notamment pour l'exportation de son pétrole et la possibilité d'encaisser l'argent de ces exportations, ce qu'il ne pouvait plus faire sur le marché ouvert. Eh bien, je soutiens absolument tout ce que vous venez de dire. Et je voudrais simplement ajouter ceci. J'ai des contacts très fiables qui nous ont été vraiment très utiles et très bienveillants, encore ce matin, en nous donnant des informations. Le Pakistan est impliqué dans tout ça. Même si c'est un pays d'Asie du Sud, il a réussi grâce à ce que j'appellerais des manœuvres vraiment brillantes. Je ne cautionne pas, bien sûr, le traitement très dur qu'ils ont infligé à Imran Khan, que je soutiens, ni d'autres choses. Mais dans ce domaine précis, dans cette situation particulière, le Pakistan a su agir avec une certaine habileté. Ils ont fait un travail remarquable. Et je voudrais confirmer tout ce que vous venez de dire en ajoutant que le Pakistan est désormais perçu comme un fournisseur net de sécurité. Parce qu'en réalité,
Le Pakistan est le seul pays qui possède aujourd'hui la capacité de frapper Israël avec des armes nucléaires n'importe où sur son territoire. D'ailleurs, vous savez, j'ai mentionné cette déclaration de Khawaja Asif. Et je le dis avec une certitude absolue, parce que je l'ai entendu ce matin. Khawaja Asif a fait ce commentaire en lien avec les menaces visant Asim Munir. Et c'était présenté comme une manière de contrecarrer ce qui se passe actuellement. Je n'ai donc aucun doute sur la déclaration faite par Arashi au Pakistan, selon laquelle, dans cette région, toutes les questions de sécurité seront réglées par les habitants de la région. C'est une déclaration très claire. Il n'a pas parlé de l'Iran. Il n'a pas parlé du Pakistan. Il n'a mentionné personne d'autre. Il a dit que les puissances extérieures ne seraient pas autorisées à venir ici pour assurer notre sécurité ou s'occuper des questions de sécurité. Je suis donc entièrement d'accord et je soutiens totalement tout ce que vous venez de dire. C'est une information très précieuse et nous devons la transmettre à nos publics à travers le monde, car elle va complètement, de manière tectonique, changer la façon dont le monde a fonctionné depuis la Seconde Guerre mondiale. Je pense que les Israéliens ont commis une erreur vraiment grave en essayant de menacer Asim Munir. À mon avis, Asim Munir est une personnalité respectée. Il ne faut pas non plus exagérer le rôle de l'armée pakistanaise dans la société pakistanaise et tout ce qui va avec. Mais je ne crois pas qu'on puisse se permettre de menacer un chef militaire d'un autre pays sans s'attendre à une réaction au minimum. Et on le sait déjà, et c'est important, Zulfikar. On le sait grâce à des sources publiques. On n'a pas besoin d'autre chose. On sait déjà que le Pakistan a clairement fait savoir à Washington que les assassinats de responsables iraniens ne seraient pas tolérés. Cela a déjà été clairement dit. Ce n'est pas un message adressé à Washington. En réalité, c'est un message destiné à Washington pour qu'il soit transmis à Tel Aviv, afin que les Israéliens ne fassent rien. Les Israéliens ont commis une erreur grave en menaçant un haut responsable de l'appareil d'État pakistanais. C'est une très très grosse erreur d'avoir fait ça. Donc ce message est parti d'Islamabad vers Washington à destination de Tel Aviv. Et en substance, il demande une sécurité totale pour tout le monde dans la région. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est intéressant, c'est que le Pakistan s'est inséré dans le mécanisme de désescalade au Liban. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous avez parlé du Pakistan comme d'un pays d'Asie du Sud. Eh bien maintenant, c'est devenu un acteur d'Asie de l'Ouest. C'est une chose d'avoir été le terrain neutre pour les discussions entre les États-Unis et l'Iran, d'avoir en quelque sorte accompagné ces pourparlers. C'est une chose, d'accord, c'est une chose. Le Pakistan, lui, est un voisin de l'Iran. Et comme vous le dites, c'est l'un de ces pays où tout le monde parle à tout le monde. Les Iraniens, les Américains, les Russes, tout le monde discute. Donc c'était logique qu'Islamabad mette la table, si je puis dire. Avant, c'était Oman qui avait préparé le terrain pour les négociations entre les États-Unis et les Iraniens. Mais la table d'Oman a été compromise quand les États-Unis ont attaqué parce qu'ils ont trahi les Omanais. Et vous savez, Oman est en colère contre les États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont accepté la proposition iranienne sur le contrôle du détroit d'Ormuz. Pourquoi Oman aurait accepté ça? Ils auraient très bien pu dire « Nous ne sommes pas intéressés ». La partie sud du détroit est ouverte au trafic international. Mais non, ils se sont mis d'accord avec les Iraniens. Je pense qu'il est important de mettre sur la table le fait que la question du Pakistan comme lieu de négociation ne doit pas, à elle seule, être notre seul point de référence. Il faut comprendre comment le Pakistan a réussi à s'insérer dans les discussions autour du Liban. Parce qu'en réalité, les Iraniens ont dit qu'il n'était pas question de traiter le Liban comme un dossier séparé. C'est tentant pour les Israéliens de dire très bien, vous voulez conclure un accord avec les Iraniens,
Ça, c'est le dossier A. Mais le Liban, c'est le dossier B. Non, non. Les Iraniens ont dit dès le départ, le Liban et l'Iran font partie du même dossier. Lebanon and Iran are in the same file. It's file A. There is no file B. C'est le dossier A. Il n'y a pas de dossier B. Absolument. C'est tout à fait exact. Tout à fait exact. S'il n'y a qu'un dossier A et pas de dossier B, alors les Pakistanais ont l'occasion de s'insérer dans le débat sur le mécanisme de désescalade au Liban. Et ça, c'est intéressant. Ils jouent les médiateurs. Ils négocient même ces discussions. C'est une évolution fascinante. Et je dirais que c'est très peu relayé dans le monde arabe. Je ne pense pas qu'on comprenne bien comment le Pakistan s'est imposé comme un acteur diplomatique qui insiste d'une certaine manière pour que le Hezbollah fasse partie de l'accord. C'est très déroutant pour beaucoup. Ça les trouble, parce que ça remet en cause toute leur vision du sectarisme. C'est un excellent travail de reportage, une analyse remarquable. Franchement, c'est pour ça que tu es l'un des membres fondateurs de cette chaîne, qui est devenue très respectée et qui sera bientôt disponible en arabe d'ici une semaine à peu près. Je peux d'ailleurs ajouter quelque chose à ce sujet, d'après ce que je sais. Le Pakistan a en fait envoyé un message diplomatique à Israël. Si vous touchez au Liban, les missiles qui vous viseront ne viendront pas de Téhéran, ils viendront du Pakistan. Et nos missiles sont bien plus meurtriers que tout le reste. Je te rapporte là quelque chose qui vient directement de la bouche de Khawaja Asif, le ministre de la Défense. Ce n'est rapporté nulle part, c'est moi qui l'ai appris, grâce à mes relations avec certaines personnes là-bas. Mais tout ça soutient complètement ce que vous faites. Totalement, totalement, totalement. Et le fait que le Pakistan va être, le Premier ministre Sharif et Asim Munir seront à Riyad peut-être dès demain, je crois. Ensuite, ils vont aussi rencontrer des responsables turcs, Erdogan, ils verront Sisi en Égypte. Et tout ça, c'est devenu un bloc de puissance très important. Oui, un véritable bloc de puissance. Maintenant, ce qu'on n'a pas encore dit, mais qu'il faut dire, je pense, c'est que la Chine est totalement derrière tout ça. À chaque fois qu'il y a un développement, le vice-premier ministre du Pakistan, qui est aussi ministre des Affaires étrangères, est en contact direct avec Wang Yi. Parfois, il prend même l'avion pour aller le voir. Parfois, il l'appelle. Mais chaque décision, sans exception, est approuvée par Wang Yi et en coulisses aussi par Poutine. Donc il y a deux grandes puissances qui soutiennent tout ça, et les États-Unis sont hors jeu. Sans aucun doute, les États-Unis sont hors jeu. Alors, ayant travaillé, vous savez, à la mise en place du pétrodollar, je ne peux pas dire que j'en sois fier. En fait, j'ai même honte de reconnaître que j'y ai joué un rôle important. Mais je suis heureux de dire que tout ça touche à sa fin. D'ailleurs, c'est déjà en train de se terminer. Et dans 5 ans, je pense que ce sera plus du tout une force. À ce moment-là, je n'ai aucune idée de la façon dont les États-Unis vont financer 40 000 milliards de dollars de dette. Jusqu'à présent, ils n'ont fait que ça, imprimer de l'argent. Écoutez, franchement, ne parlons pas du pétrodollar aujourd'hui. On reviendra là-dessus un autre jour, parce que c'est un sujet très complexe. Restons plutôt sur la question de la diplomatie régionale et sur ce qui se passe en ce moment. Parce que la situation en Inde est vraiment compliquée, comme vous le savez bien. Vous savez, le conseiller à la sécurité nationale, Ajit Doval, a salué le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Eh bien, l'Inde devait le saluer, en partie parce que les États-Unis en étaient signataires. Et puis l'Inde tient beaucoup, comme l'Afrique du Sud et d'autres pays, à voir l'inflation du prix du pétrole baisser. Et donc, par ricochet, celle des denrées alimentaires, du carburant, des engrais, et ainsi de suite. L'Inde a donc accueilli favorablement le protocole d'accord.
il y a eu une réunion de tous les partis. En fait, ce qui se passe, c'est que l'opposition en Inde est furieuse contre le gouvernement Modi. Elle dit que le gouvernement Modi a tellement mal géré la situation qu'au final, le Pakistan passe pour le héros de la paix et que l'Inde en est complètement écartée. Le ministre des Affaires étrangères, Jai Shankar, a donc pris la parole lors d'une réunion à huis clos avec tous les partis. Il a été très franc. Il a dit « Voilà la situation, c'est de la diplomatie normale, le Pakistan a très bien joué sa carte, et ainsi de suite. » Mais l'Inde, elle, reste sur sa ligne. Son objectif principal, c'est le pétrole. Et bien sûr, l'Inde accueillera favorablement la paix et un protocole d'accord. Que voulez-vous qu'il dise? Au fond, que peut dire Jai Shankar? Il ne peut rien dire d'intéressant pour le moment. Parce que, la Chine, la Russie, la Turquie, les États arabes du Golfe, l'Arabie saoudite, les États-Unis, tout le monde veut que cet accord aboutisse. Et bien sûr, l'Inde y a un intérêt matériel. Le problème, c'est que l'Inde veut cet accord pour des raisons concrètes. Mais elle est un peu gênée de voir le Pakistan jouer un rôle aussi central. Il va donc falloir trouver une manière de gérer ça. Mais j'aimerais aussi dire que c'est une très bonne occasion pour les Pakistanais et les Indiens de commencer à parler de la prochaine étape. Quelle est cette prochaine étape? Le Pakistan est en position de force en ce moment. Vous savez, la relation avec l'Iran n'a jamais été aussi bonne. Je pense que c'est un excellent moment pour ouvrir la discussion sur le gazoduc de la paix. Il faut commencer à réfléchir à la possibilité d'acheminer le gaz naturel du champ de South Fars directement vers le Pakistan, puis de prolonger le gazoduc jusqu'en Inde. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? D'abord, vous vous souvenez sans doute que l'an dernier, les manifestations en Iran ont commencé comme des protestations ouvrières. Le ministre des Finances iranien, formé à l'université de Chicago dans la tradition néolibérale, avait imposé un budget d'austérité très dur. Les travailleurs iraniens ont été particulièrement touchés. Les premières manifestations ont donc éclaté sur le site de South Fars, le principal champ de gaz naturel du pays. Ensuite, elles se sont étendues jusqu'à Téhéran, où toutes sortes de forces obscures, soutenues par les États-Unis et d'autres, sont descendues dans la rue. Il y a eu des émeutes et le gouvernement est intervenu. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des manifestations dans le sud du Fars. Vous savez, si on met en place un gazoduc qui amène directement le gaz naturel au Pakistan, je peux vous dire que ça fera chuter les prix du gaz naturel au Pakistan de façon spectaculaire. Ce serait extrêmement bénéfique pour le peuple pakistanais. Et ce gazoduc passerait aussi par le Baloutchistan. C'est une occasion pour les Baloutches, des deux côtés de la frontière entre le Pakistan et l'Iran, d'en tirer des avantages économiques. Parce qu'il faut se souvenir qu'hier encore, il y a eu un affrontement armé entre le Pakistan et l'Iran. Eh bien, vous voyez, ce projet pourrait peut-être aider à stabiliser un peu tout ça. Et ensuite, si on fait passer le projet par l'Inde, c'est une excellente occasion pour l'Inde et le Pakistan d'ouvrir un dialogue sur une base concrète. Disons, oublions un instant le reste de la frontière. Je pense que là où il faut vraiment distinguer le dossier A et le dossier B, c'est dans le dialogue entre l'Inde et le Pakistan. Le dossier A, ce sont les questions entre l'Inde et le Pakistan qui peuvent être résolues. Vous voyez, la plus grande partie de la frontière. Faire venir le gazoduc d'Iran jusqu'en Inde. Les prix du gaz s'effondraient pour tout le monde. L'Inde paierait au Pakistan des droits de transit. Tout le monde y gagnerait matériellement. Et puis, bien sûr, l'Inde n'aurait plus besoin d'importer du gaz naturel liquéfié, et tout ça qui coûte très cher. Voilà, ça c'est le dossier A, d'accord? Si vous êtes d'accord avec moi, ça c'est le dossier A. Le dossier B, c'est le secteur du Cachemire. Et ça, c'est bien trop compliqué pour un simple dialogue. Et en fait, tout le monde a mélangé les deux dossiers en un seul, en disant qu'il fallait régler toute la frontière d'un seul coup,
depuis le Xinjiang jusqu'au Sindh. Moi, je pense que c'est une très mauvaise situation. À mon avis, du Sindh jusqu'au Cachemire et ensuite certaines zones du Siachen devraient être traitées séparément. D'abord, il faut démilitariser le Siachen. Nos soldats y gèlent littéralement à mort. Je ne comprends pas pourquoi on continue d'y envoyer nos gars. Il fait bien trop froid, même pour des patins, pour rester là-haut, à la frontière du Siachen. Je pense qu'il faut démilitariser le glacier. Ensuite, on pourrait en faire une véritable frontière internationale, bien définie. Et puis, aborder la question du Cachemire avec un peu de calme, de réflexion, et en impliquant les populations cachemiries, et ainsi de suite. C'est une immense opportunité pour le Pakistan. Le pays est aujourd'hui dans une position de grande force et il peut aller vers les Indiens avec, disons, une offre généreuse pour régler certains différends. Parce que franchement, les Iraniens et les Pakistanais n'ont jamais été aussi proches qu'ils le sont maintenant. Je pense que c'est une occasion énorme pour nous en Asie du Sud. C'est pour ça que, quand vous avez dit que le Pakistan est désormais très impliqué en Asie de l'Ouest, je suis d'accord avec vous. Mais le Pakistan ne doit pas oublier qu'il a aussi des problèmes en Asie du Sud. Si ces problèmes pouvaient être réglés entre l'Inde et le Pakistan, imaginez l'élan que cela donnerait pour résoudre les questions entre l'Inde et la Chine. Et là, regardez ce que l'Asie pourrait accomplir. Oui, imaginez un peu ce que l'Asie pourrait faire. Eh bien, vous savez, on dit souvent « de votre bouche aux oreilles de Dieu ». Moi, j'aimerais dire « de vos lèvres aux oreilles de ceux qui détiennent le pouvoir au Pakistan et en Inde ». Et je voudrais ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire, parce que je soutiens totalement, absolument tout ce que vous avez dit. Il n'y a pas un seul mot dans votre propos avec lequel je serais en désaccord. Mais j'aimerais ajouter certains éléments, tout simplement parce que je dispose d'informations privilégiées que certaines personnes ont eu la gentillesse de nous transmettre, afin que nous puissions les diffuser à ceux dans le monde qui ont besoin d'être informés. À ma connaissance, en ce moment, une délégation de très haut niveau venue d'Iran rencontre des responsables pakistanais de haut rang, des hauts fonctionnaires, des politiciens, des personnes influentes, pour discuter précisément de tout cela, y compris du projet de gazoduc. Et il y a une forte probabilité que cela aboutisse. La prochaine étape, ce serait que le gazoduc aille jusqu'en Inde, ce qui, je suis tout à fait d'accord avec vous, est une évolution normale. Et je ne pense pas que ce soit une tâche impossible. Au contraire, je crois que c'est tout à fait réalisable. Et je pense que si les relations entre le Pakistan, l'Iran et le reste des États du Golfe continuent d'évoluer comme elles l'ont fait jusqu'à présent, c'est surtout grâce à la bénédiction venue de MBS, sous la forme de cet accord de défense. Un accord très solide, d'ailleurs, qui a été renforcé récemment sans être annoncé publiquement. Mais je peux le dire ici, sur cette chaîne, il inclut un parapluie nucléaire pour l'Arabie saoudite. 8000 soldats sont déjà stationnés sur la base du roi Abdulaziz et MBS a donné son accord pour porter ce nombre à 80 000. 80 000, vous imaginez? C'est une véritable force militaire. Donc le fait que le Royaume d'Arabie saoudite soutienne tout ce qui se passe en matière de normalisation des relations et qu'il y ait eu une délégation secrète de haut niveau entre l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est très significatif. Je peux dire que les informations confidentielles que j'ai reçues datent d'hier et que le Pakistan est bien impliqué. L'Iran insiste pour appeler cet accord l'accord d'Islamabad, même si Trump s'y est opposé. La réaction de Téhéran a été la suivante. Très bien, vous pouvez l'appeler un protocole d'accord. Nous l'appellerons l'accord d'Islamabad. Je suis donc tout à fait d'accord avec toi, Vijay. Et je pense que des émissions comme celle-ci, où nous partageons ces informations,
et où des centaines de milliers de personnes nous écoutent dans leur propre langue, vont forcément créer un mouvement populaire. Les gens vont exiger des réponses de leurs dirigeants, tout comme ils l'ont fait après la dernière vidéo que nous avons publiée, celle où nous expliquions que le Pakistan avait fourni une assistance technique pour neutraliser le meurtre assisté par intelligence artificielle. Palantir, vous savez, malheureusement. Bon, on arrive à la fin du temps que vous aviez eu la gentillesse de nous accorder, Vijay. Une semaine, ça semble long avant de se revoir, mais vous voyagez, vous êtes très occupé, et je suis déjà très heureux du temps que vous nous consacrez. Donc on se retrouvera jeudi prochain, à la même heure. Mais avant de conclure, j'aimerais vous donner la parole pour un mot de clôture sur l'ensemble des sujets que nous avons abordés. Des sujets vraiment importants. Je veux dire, vous savez, je suis vraiment content d'être ici. Cette chaîne va s'avérer excellente. C'est un super espace pour partager nos propres réflexions, mais aussi pour parler de ce qu'on rapporte, des gens avec qui on discute depuis des années. Vos contacts à Islamabad, les miens à Delhi, dans les États arabes du Golfe. Vous savez, il y a des histoires intéressantes qui viennent de Mongolie, où les Indiens ont dépensé 1,7 milliard pour construire une nouvelle raffinerie de pétrole. C'est un pays enclavé, avec d'énormes découvertes pétrolières. Les Indiens ont investi beaucoup d'argent. Alors comment vont-ils transporter le pétrole de Mongolie jusqu'en Inde, si ce n'est pas en passant par la Chine? Je veux dire, c'est impossible. C'est un pays enclavé. Peut-être la Russie, on ne sait pas. Mais tout ça, ce sont des évolutions intéressantes dont personne ne parle. Franchement, où est-ce que vous allez trouver dans le New York Times un article sur les investissements de l'Inde en Mongolie? Oubliez ça. Nous, on s'y intéresse. Vous savez, notre ami Pepe Escobar observe toujours ce qui se passe en Eurasie, en Europe et en Asie. Donc je suis vraiment content qu'on soit ici ensemble. Pour conclure, je voudrais dire que cette guerre d'agression contre l'Iran a ouvert énormément de perspectives intéressantes. Bien sûr, d'un autre côté, on déplore la perte de vies humaines. Nous regardons l'équipe de football iranienne se préparer admirablement pour la Coupe du Monde. Vous savez, ils parlent toujours de la guerre, des enfants tués dans cette guerre, et tout ça. Je suis vraiment, vraiment fier de ce que ces garçons font, alors qu'ils voyagent du Mexique vers les États-Unis pour jouer leur match, souvent pressés de repartir. Vraiment fier d'eux. Mais cette guerre illégale a profondément transformé l'Asie de l'Ouest et l'Asie du Sud. Et vous avez raison, aujourd'hui on parle de demain, du jour d'après, de lundi, on ne sait même plus faire la différence. Vous savez, le biryani refroidi à peine sorti du feu. Je ne sais pas si vous êtes plutôt du genre à aimer le biryani avec des pommes de terre ou pas. Tout, absolument tout, Vijay, vient de notre cuisine. Si tu es le gars des pommes de terre dans le biryani, le temps que tu trouves le morceau d'alou et que tu le coupes, il est déjà froid, tu vois. Parce que l'actualité va tellement vite. Et je suis sûr que d'ici notre prochaine discussion, le paysage aura encore changé. Mais je dirais qu'on pourrait repartir de cette idée des changements tectoniques qui se produisent dans les États arabes du Golfe, à Téhéran et surtout à Islamabad. Et avec un peu de chance, une partie de cette énergie se diffusera aussi en Inde. Donc je dirais que la semaine prochaine, quand on se reparle, on reprendra à partir de là et on verra où ça nous mène. Eh bien, en attendant, on va bien sûr le faire. Mais en attendant, j'ai la chance d'avoir une équipe très talentueuse qui va prendre cette vidéo et la publier sur notre chaîne, où nous avons, je suis très heureux de le dire, près de 50 000 abonnés déjà, en moins de 10 jours, et environ 1 million de vues sur les émissions qu'on a faites.
Vous savez, d'habitude, il faut 3 ans à une chaîne pour atteindre ce rythme. Et je dirais que la raison, c'est la qualité du travail journalistique qu'on fait, avec des gens comme vous, qui ne sont pas de simples invités, mais des membres fondateurs de cette chaîne. Et j'espère que vous continuerez à apporter ce type d'informations, parce que c'est exactement ce que vous faites. Vous parcourez le monde pour faire ça. Je veux dire, vous revenez tout juste d'une tournée mondiale et vous repartez déjà pour une autre. Et Pepe fait la même chose. Alors merci beaucoup, vraiment. J'espère que vous pouvez manger votre biryani là où vous êtes, parce que mon fils y était récemment, et j'espère sincèrement que le monde continuera à se rapprocher pour qu'on puisse déguster nos plats d'origine où qu'on aille. Merci beaucoup, Vijay. J'attends toujours nos conversations avec impatience, et je les apprécie énormément. Moi aussi, pareil. Oui, je vais arrêter l'enregistrement. Laisse juste une seconde pour que ça se télécharge.